L'homme qui rétrécit, enfant de Gulliver donc, puisqu'on est dans les histoires là aussi de créatures qui grandissent ou qui rétrécissent diversement, est un thème qui revient plusieurs fois en 57. Il y a un roman allemand dont j'oublie le titre à la seconde, en 57, dû à un prix Nobel de physique, ça sera son seul roman. Il y a un film écrit par France Roche, Un amour de poche, avec Pierre Cast. Et là, c'est Jean Marais qui rétrécit. Et puis, il y a ce film-ci, que je considère parfois, parce que je fais tous les 2 ou 3 ans la liste idiote des 10 meilleurs films du monde, eh bien, plusieurs fois, j'ai retrouvé dedans L'homme qui rétrécit, qui pour moi est un film totalement parfait. Alors, c'est un film de Jack Arnold, écrit par Richard Matheson. Richard Matheson, dans ses interviews, est toujours décevant, car il se voit juste comme un artisan. Il dit « Je ne suis quand même pas Ray Bradbury, dont j'étais chauffeur souvent, puisque Bradbury ne conduisait pas de voiture, pour l'écouter raconter des merveilles. » Or, des merveilles, il en a écrit. Il y a toutes ces nouvelles qui viennent d'être rééditées en 3 volumes, à commencer par la première, bouleversante, Le journal d'un monstre. Il a donc écrit 3 énormes recueils de nouvelles, l'équivalent à peu près. Il a écrit des romans policiers, il a écrit des romans fantastiques, il a écrit une histoire de maison hantée formidable, La maison des damnés, plus ou moins basée sur Aleister Crowley. Il a à peu près réussi dans tous les genres. Au cinéma, c'est un peu différent. Il est par exemple très mécontent de l'adaptation, pas la première avec Vincent Price, mais de la seconde, du Survivant. C'est l'histoire d'un homme seul dans un monde où il est le dernier homme face aux créatures mutantes. Il a beaucoup évolué dans sa carrière. Lui dit que ses premières œuvres étaient les œuvres d'un célibataire new-yorkais, donc qui ne s'intéressait qu'à lui. Puis il a eu une femme et des enfants, il s'est mis à s'intéresser à la famille. Ça tombe bien pour le film dont on va parler, qui est en réalité une histoire de famille. Il dit qu'il a évolué et il a arrêté sa carrière d'un coup, il nous a quittés il y a peu de temps, il a arrêté sa carrière d'un coup, disant à son éditeur qu'il n'avait plus rien à dire. Or, les chefs-d'œuvre de Matheson sont tellement nombreux que si je vous en donnais la liste, vous seriez encore là peut-être demain. Il a fait quelques-uns des meilleurs épisodes de Kolchak, que vous connaissez maintenant. Il a fait quelques-uns des meilleurs épisodes de Twilight Zone, dont la fameuse histoire, reprise plusieurs fois, de l'avion avec le Gremlins sur l'aile, qui sera d'abord en télé puis au cinéma, produite par Spielberg. Et puis, bref, c'est Richard Matheson qui ici est au scénario, car quand on lui propose de lui acheter le roman qu'il est en train d'écrire, L'homme qui rétrécit, il dit « Oui, mais à une condition, je fais le scénario ». Et il a à ce moment-là une très mauvaise idée. Il pense qu'il faut attirer le spectateur et faire des flashbacks, en commençant en gros par le milieu de l'histoire, puis raconter progressivement ce qui est arrivé à cet homme qui va un jour se mettre à rétrécir. Alors le thème est bateau. En bande dessinée par exemple, vous avez The Atom, qui est chez DC Comics, pas encore adapté au cinéma, j'espère que ça viendra un jour. Chez Marvel, vous avez Ant-Man, qui va nous tomber dessus. Des histoires de gens qui rétrécissent, on peut remonter loin. Il y avait par exemple Le voyage dans une pièce de monnaie de Brick Bradford, où le type devenait si petit qu'il découvrait des univers et dans d'autres univers jusqu'à l'infiniment petit. Mais je pense qu'avec L'homme qui rétrécit, Matheson nous donne le chef-d'œuvre du genre. Peut-être parce qu'au lieu de faire des flashbacks comme il pensait le faire, ce qui est une mauvaise idée, il laisse l'histoire se dérouler à son rythme et dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire qu'on a un monsieur qui un jour découvre que son pantalon qui revient du pressing n'est plus tout à fait à sa taille. Tiens, il a maigri. Mais ça va évidemment pas s'arrêter là. Alors il y a une très sombre histoire que je ne vous raconterai pas qui explique comment il va être amené à rétrécir. Et il y a un film qui commence de manière familiale, tranquille, et puis très vite, on bascule dans un espèce de fantastique très étrange. Je me disais en voyant le film que la seconde partie, quand il se retrouve minuscule, oublié, il a tellement rétréci que tout le monde le croit mort,
il se retrouve enfermé dans une cave avec une araignée géante, mais là, filmé avec une grande précision, et pas du tout comme dans Tarantula, une ombre portée, mais une araignée qu'on voit bien et de près, il va devenir un espèce de chevalier du Graal. C'est-à-dire qu'on bascule tout à coup dans la mythologie. Et puis à la fin, qui reste pour moi, je vous l'ai dit, une des plus grandes fins de film de l'histoire du cinéma, quelque chose de panthéiste. Matheson est quelqu'un qui a une vision intuitive des choses simple. C'est que tout ce qu'on ne peut pas expliquer, tout ce qu'on ne comprend pas, et ça peut être les maisons hantées, ça peut être les fantômes, que tout cela existe peut-être, simplement la science ne le reconnaît pas. Donc il va aborder tous ces thèmes, qui sont considérés comme des mythologies, de manière sérieuse et en se disant, tant qu'on ne m'a pas prouvé que ça n'existe pas, c'est peut-être que cela existe. L'acteur principal du film, c'est Grant Williams. Et à la fin de sa vie, Richard Matheson, vers 2008 je crois, a revu le film et s'est dit, en fait, c'est un très bon film et c'est sans doute un chef-d'œuvre. Oui, c'est un chef-d'œuvre à cause de Grant Williams, qui est un acteur de série B, qui a fait des films tout à fait inégaux, mais qui, vous le verrez ici, est extraordinairement touchant. Jacques Arnold a toujours dit que c'est un film fait à quatre mains grâce au génie de son directeur artistique Robert Glassworthy, qui n'est pas un méconnu. Il a été le directeur artistique de Psychose ou de Écrit sur du vent. Il a fait avec autant de talent des séries B comme des grands films de série A. Et ici, la seconde partie, visuellement, fait penser un peu à une mise en scène à la Saul Bass. Il y a une manière graphique de décrire un univers où l'homme rétrécit et où tout devient étrange, où une pelote d'épingle, par exemple, devient un espèce d'objet gigantesque, où une épingle à chapeau devient une épée de chevalier du Graal. Il y a une manière de filmer cet espace devenu inhabituel, qui est en fin de compte quoi? Une boîte d'allumettes dans un coin, un morceau de fromage laissé dans une trappe à souris. Tout devient différent et nous regardons tout de manière différente. Tout cela pour aboutir à la fin qui est presque alchimiste ou bouddhiste, où notre héros va avoir la révélation qu'il fait partie de l'univers et que l'univers fait partie de lui, mais ça, vous le découvrirez tout seul. Et puis il y a Robert Langton qui joue le frère du héros et qui apporte la crédibilité d'un acteur classique. Lui qui a joué pour John Ford, lui qui a joué 2 fois pour Aldrich, dont Le Grand Couteau. Après, il fera des séries télé comme Twilight Zone, mais vous verrez qu'il apporte le poids d'un acteur qui n'est pas du tout un acteur de genre. L'actrice principale, l'épouse du héros qui va rétrécir donc, c'est Randy Stewart. Elle est sous contrat et elle fait ce qu'on lui demande. Elle aura un moment magique où elle joue à la suite pour Preminger, pour Hawks, pour Mankiewicz, et puis sa carrière va descendre dans la série B. L'homme qui rétrécit sera son dernier film. Vous verrez qu'elle aussi apporte la force d'une actrice qui n'est pas habituée à jouer dans de la science-fiction, dans du fantastique, et elle est l'épouse au foyer parfaite d'un homme qui, hélas, perd 1 cm, puis 2, puis 10, puis 20 par jour. Et puis pour produire le film, il fallait quelqu'un d'un peu excentrique à part, qui prenne des risques. C'est Albert Zucksmith, un des producteurs préférés de Douglas Sirk, qui s'y colle pour nous donner non pas un chef-d'œuvre du genre, mais un chef-d'œuvre tout court. Moi, je serais vous, je me ferais un week-end avec ce film-là, et derrière, je me regarderais une des versions des Voyages de Gulliver, je me regarderais Raquel Welch, devenue haute comme ça dans Le Voyage fantastique, je regarderais donc la série Land of the Giants, bref, toutes ces histoires d'hommes qui rétrécissent et deviennent plus petits que l'atome, passant parfois même entre les atomes, qui eux-mêmes contiennent des univers dans lesquels le héros va pénétrer à son tour jusqu'à ce qu'il atteigne l'infiniment petit, donc l'infiniment grand.